L'IA de Photoshop m'a déçu. Depuis que la version IA de Photoshop est sortie, j'ai pu essayer de mon côté, essayer de m'apprivoiser un petit peu cet outil, et on va revenir en particulier sur le terme d'outil parce que c'est pour moi encore assez loin de révolutionner beaucoup de choses. L'outil Photoshop d'IA est encore en bêta, donc tout ce que je vais dire bien sûr, c'est des interprétations à prendre en compte le jour où je sors cette vidéo. Une fois que la feature sera sortie de façon publique, à mon avis il y aura beaucoup de choses de corriger, mais à mon avis il y a quand même 2-3 points sur lesquels Adobe va devoir réfléchir un peu plus en détail parce qu'il y a pas mal de choses qui pour moi ne vont pas du tout et qui vont à contresens de la création. Donc bienvenue dans cette vidéo, c'est Antoine, je suis photographe, je vis à Séoul et je me sers de Photoshop un petit peu tous les jours et en particulier sur des portraits et de la photo de rue pour faire du traitement de peau, la plupart du temps enlever des détails dans les photos que j'aime pas, qui vont gâcher un petit peu le focus qu'on peut avoir sur une photo. Et le nouvel outil Photoshop de IA qui vient d'arriver a pu m'être utile de plein de manières différentes. Néanmoins, il y a quand même pas mal de petites choses qui vont pas et on va revenir un petit peu sur tout ça dans cette vidéo. Donc pensez bien à vous abonner si la vidéo vous plaît, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. La plupart du temps j'essaie de faire des espèces de vlogs photos en immersion avec de belles images pour vous présenter un petit peu aussi la Corée du Sud et comment je travaille et je grandis à Séoul en tant que photographe étranger. Bien évidemment il y a plein de petites choses qui sont très positives avec cet outil là, mais avant ça on va revenir sur les points négatifs où j'aimerais beaucoup voir Adobe travailler un petit peu plus pour nous améliorer le logiciel. Déjà la première chose qui ne m'a pas plu du tout, je pense que c'est aussi en particulier parce que c'est un outil qui est en bêta, c'est une des choses que j'ai vu aussi Atom en parler dans une de ses vidéos, c'est que vous avez beaucoup trop de restrictions et de messages d'erreur. Quand je dis des messages d'erreur, c'est quand l'IA interprète une image ou une retouche que vous avez choisie de façon à aller à l'encontre des règles éthiques de Adobe. Et ça, je trouve que ça va être un très gros problème pour la créativité parce que ça empêche plein de choses. Ça risque d'être amélioré pour pouvoir un petit peu plus de souplesse, mais ça m'arrive énormément de fois ou simplement sur une retouche de visage ou alors quand je veux retoucher un petit peu au niveau des aisselles, ça le prend un peu comme un contexte sexuel et directement ça me dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc il y a différentes choses que vous pouvez faire pour améliorer ça. En général, quand vous faites une génération en sélectionnant votre zone et que vous ne dites rien juste pour remplacer ou pour supprimer quelque chose, si vous avez des messages d'erreur, quelque chose qui peut aider, c'est d'amener du contexte à l'IA. Donc de lui dire par exemple, j'aimerais que tu rajoutes une main, un chapeau, etc. Et c'est ce genre de détails qui vont faire comprendre à l'IA d'aller dans la bonne direction pour ne pas qu'elle aille à enfreindre les règles et à arrêter la génération d'IA. Donc les restrictions totalement aléatoires, c'est très chiant. J'aimerais beaucoup, comme l'a dit Atom, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait penser dans sa vidéo, que Adobe permette de faire signer une charte éthique, on va dire, pour ne pas utiliser l'outil de façon publique et commerciale de certaines manières. Typiquement, il y a une des photos que je vais vous montrer où il y a un espèce de grand coucher de soleil qui est absolument magnifique en Thaïlande et il y avait un nuage qui sortait du lot et ce nuage-là, vu qu'il y a la sortie actuellement de Oppenheimer, ça m'a fait penser à une bombe nucléaire. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'exagérer ça et vu qu'il y a déjà du contexte, de rajouter un espèce de nuage pour que ça fasse comme une bombe nucléaire avec la silhouette de l'homme devant qui regarde ça au loin, je trouvais ça assez joli. Et donc j'ai essayé de mettre smoke, nuke smoke, parce que le logiciel est encore en anglais, donc j'ai essayé de mettre donc fumée nucléaire, bombe nucléaire, explosion, géante explosion, et à chaque fois que j'essayais d'avoir des prompts, donc des phrases de génération un petit peu différents, à chaque fois ça ne voulait pas parce que c'était relié à quelque chose d'explosif et donc ça ne marchait pas. Des fois, par moment, vous arrivez à passer un petit peu outre en disant autre chose, typiquement si vous voulez faire une petite explosion à un endroit, vous pouvez mettre par exemple étincelle, éclat d'étincelle en anglais bien évidemment, et là ça peut parfois vous générer 2-3 petites choses assez sympas. Mais il faut essayer de trifouiller un petit peu le truc pour pouvoir passer entre les règles, entre les mailles du filet, et ça rend la génération assez fastidieuse et assez contraignante. Et ça, j'aimerais beaucoup du coup qu'il fasse signer un document pour qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on veut et qu'ensuite ça attendra qu'à nous à respecter la loi pour ne pas diffuser des images compromettantes. Mais en même temps, je comprends un petit peu qu'il fasse ça vu à quel point la génération d'images artificielles augmente énormément. Je pense que c'est aussi une façon de ralentir un petit peu les choses et de préparer le terrain avant d'avoir ça d'officialiser sur le logiciel de Photoshop. Ensuite, quand vous ajoutez des éléments par-ci par-là, vous allez vite vous rendre compte que vous avez plein d'éléments qui sont un petit peu bateaux, un petit peu aléatoires. Il y a certains moments où j'ai juste, par exemple, voulu mettre une barrière à la montagne et ça me rajoutait des chèvres. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà rajouté des chèvres à un endroit. Le fait de ne pas pouvoir encore contrôler, de maîtriser exactement ce que vous voulez générer dans votre image, ça rend la création encore une fois plus fastidieuse, pour pas dire chiante, parce que ça va vous faire perdre énormément de temps à générer encore plein de choses, à faire des générations et des générations jusqu'à avoir quelque chose qui vous convient. C'est aussi là que les créateurs, on va dire, de talent
vont réussir à sortir de l'eau, c'est qu'ils pourront vous sortir directement quelque chose qui vous convient dans votre image. Là où la génération d'IA va faire du travail un petit peu aléatoire jusqu'à peut-être vous donner un résultat convenable. L'avantage, c'est qu'en général, elle tient en compte de la luminosité et de l'ambiance lumineuse de la scène globale et ça la reprend d'une fidélité assez bluffante. Une autre chose qui je pense aussi est limitée à la bêta, c'est la résolution. Pour l'instant, la résolution est limitée à 1024 par 1024. Qui fait que quand vous allez générer des choses qui ont une résolution plus haute que ça, vous allez avoir quelque chose d'assez plat, assez pâte à modeler, plastique, qui manque énormément de détails. Et ça, vous allez pouvoir le changer directement en générant votre scène globale et en régénérant ensuite des petites zones de 1024 par 1024 pour arriver à un résultat un petit peu plus réaliste. Donc ça, pour l'instant aussi, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que la génération d'IA de Photoshop est limitée en résolution qui est quand même assez basse. Et ça, encore une fois, je pense que c'est aussi pour la bêta, pour qu'il y ait des bandes passantes qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Mais le résultat est que vous avez des images qui sont parfois très floues et c'est pour ça que moi, de mon côté, j'utilise beaucoup la génération d'IA dans des zones qui sont un petit peu floues ou en arrière-plan, qui vont pas déranger l'œil, qui vont pas casser, on va dire, le réalisme de l'image. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus réalisme, il va falloir resserrer un petit peu votre cadre de sélection avec les options qui sont juste en haut pour vous limiter à 1024 par 1024 et avoir un petit peu de patience pour générer toute votre scène globale. Une des choses aussi, entre autres, en tant que photographe qui me dérange énormément, c'est que ça ne prend pas en compte le grain de l'image. Moi, quand je fais mes photos, j'ai tendance à la fin à aplanir un petit peu toute l'atmosphère de mon image en rajoutant plus ou moins de grains. Et en général, quand on génère des images, on a toujours quelque chose qui est très plat, très lisse, encore une fois très pâte à modeler et plastique, qu'il va falloir corriger en rajoutant du grain par vous-même sur la photo finale. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte quand vous faites des retouches sur Lightroom et que vous envoyez votre photo sur Photoshop. En général, je vous conseille de rajouter le grain tout à la fin. Comme ça, vous avez votre photo la plus nickel possible, sans grain, la plus lisse, la plus nette possible. Et une fois que vous avez tout généré correctement et que vous retournez sur Lightroom, vous allez pouvoir générer le grain de façon beaucoup plus réaliste et homogène sur toute l'image. Surtout si on la voit imprimée en grand, c'est là où on va commencer à ressentir la qualité du grain sur une photo. Donc ça, c'est aussi très important. Il va falloir bien le gérer en post-prod pour ne pas se louper avec la génération d'IA. Là où par contre vous avez le nouvel outil correcteur magique de Photoshop qui lui par contre prend en compte le grain, et quand vous corrigez une image, même si sur des zones beaucoup plus petites et que ça ne comprend pas exactement tout ce qui se passe dans la scène, en particulier en termes de lumière globale, lui par contre il va vous rajouter du grain. Donc par exemple, si vous rajoutez juste un énorme mur blanc autour de vous, je vous conseille de repasser un coup de pinceau correcteur sur toute la zone que vous avez générée, et là ça va vous remettre du grain par dessus en prenant en compte tout ce qu'il y avait autour. Donc voilà, c'est des petites astuces ici et là qui vous permettent à la fois d'avoir une image de qualité. Et ensuite, pour moi, le plus gros défaut de cette IA, et ça je pense que c'est en grosse partie à cause de mon utilisation de ChatGPT que j'utilise de manière assez régulière maintenant, cette IA ne vous comprend pas. Ce n'est pas une IA de communication et donc elle ne va pas comprendre les phrases que vous avez lui données. Moi, au début, quand ils ont lancé un outil IA, ce que je m'attendais, c'était un outil qui allait pouvoir nous permettre en quelques mots de lui dire directement d'appliquer quelque chose sur l'image. Donc par exemple, vous avez une image par exemple de moi tout simple qui est avec un fond assez uni, et ben vous avez juste à taper change le fond pour mettre un fond vert, et que ça reconnaisse la scène, que ça me détourne et que ça mette un fond vert. Et non, pour l'instant on en est encore loin. Je pense très fortement que l'IA de Photoshop va aller de plus en plus sur ça pour pouvoir faire du travail très rapidement juste en tapant ce qu'on veut à la manière de ChatGPT, même si en plus on l'écrit pas très bien, comprend énormément bien tout ce que vous allez pouvoir lui dire. Et donc là moi c'est un petit peu ce que j'espère au début. Par exemple rajouter du grain, si jamais vous avez un plugin de Kodak, rajoute du grain à la manière d'une Portra 400, et de faire un petit peu tout ça à la manière que Midjourney le fait, mais de façon légale, vu qu'on est sur des images de Adobe Stock, je sais plus exactement, mais en tout cas qui sont libres de droit et qui sont beaucoup plus éthiques pour la génération d'images. Par exemple, si vous avez un vêtement d'une couleur verte sur quelqu'un et vous voulez changer ce vêtement et lui mettre juste en rouge, il suffirait de marquer change le vêtement en rouge. Juste le vêtement va changer en rouge. Sauf que là, vous êtes obligé de sélectionner le vêtement en particulier. Donc une fois que vous avez sélectionné le vêtement en particulier, ça va reconnaître le vêtement. Et là, si la personne portait un t-shirt, il va falloir remarquer t-shirt rouge et ça va générer un nouveau t-shirt par-dessus, alors que si vous aviez un t-shirt qui vous plaisait sur le terrain pendant votre shooting, vous n'allez pas pouvoir le garder, donc il va falloir passer sur des méthodes plus traditionnelles pour pouvoir changer la couleur. Vu que l'IA ne vous comprend pas, c'est quand même assez difficile et vous allez vous retrouver en fait avec un outil très banal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit ajouter un élément dans la photo,
soit les enlever si vous ne marquez rien, ou alors générer d'autres fonds, d'autres petits endroits de l'image. Et en fait c'est pour ça que pour moi jusqu'à maintenant il y a beaucoup de monde qui criait à la révolution avec Photoshop IA. Jusqu'à maintenant c'est simplement un outil de correcteur magique comme le dernier qui a été ajouté sur Photoshop, mais de manière plus intelligente. Pour moi ça ne va pas beaucoup plus loin que là, et on aura une IA beaucoup plus convaincante le jour où cette IA nous comprendra et sera capable de traduire notre volonté à travers le projet qu'on a ouvert sur Photoshop. Et pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça pour moi que l'outil de Photoshop IA pour l'instant est assez décevant, dans le sens où ce n'est pas plus qu'un simple outil correcteur premium, on va dire, avec de grosses guillemets. C'est assez impressionnant sur plein de choses, mais pour l'instant on est encore très clairement sur une bêta et très loin d'avoir un outil aussi révolutionnaire qui pourrait nous paraître. Par contre effectivement pour beaucoup de personnes qui ont du mal à corriger des images, à faire de la correction, à enlever des éléments, c'est quelque chose qui va énormément vous changer la vie et vous faciliter la vie, surtout sur énormément de choses. Moi le premier, il y a plein de choses des fois quand je veux enlever des choses du décor et que je veux rajouter autre chose pour que ça soit un petit peu plus cohérent, comme une plante que j'avais mise sur une des modèles que j'ai pris en photo. Il y avait des espèces de kakémono avec un parasol, etc. Et en fait je les ai enlevés, je les ai changés et mis un arbre à la place, ce qui permettait d'être cohérent avec la scène et les autres plantations qu'il y avait autour et d'avoir quelque chose de beaucoup plus logique. Et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué avec les outils traditionnels. Donc c'est là, avec la génération d'images, que ça va être intéressant, mais j'aurais encore du mal à appeler ça Photoshop AI, donc un outil on va dire global qui vous permet de travailler sur plein d'aspects de votre travail. Je pense qu'on en a encore pas du tout là. Mais par contre, dans le futur, il y a de fortes chances qu'on bascule sur quelque chose comme ça une fois que l'IA de communication sera beaucoup plus présente, et là, ça va être un énorme changement. Voilà tout pour cette vidéo, ça a été assez court, je voulais faire juste un petit tour global de cette nouvelle outil de Photoshop qui va changer beaucoup de choses dans les années à venir. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, pensez bien à vous abonner si vous a plu, moi je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une vidéo, c'était Antoine, ciao.